Bien, comme Michel Dubiana vient de vous le dire, cette affaire Madeleine Ischer est effectivement, une fois de plus, une affaire emblématique de ce que l'on peut appeler les dérives de la lutte antiterroriste et du recours à cette justice d'exception que, depuis l'origine, nous condamnons tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de justice d'exception pour poursuivre, arrêter et juger ceux qui peuvent éventuellement être des terroristes. Il existe tout un arsenal législatif, réglementaire, des moyens qui permettent de poursuivre sans qu'on ait recours à cette justice d'exception, qui, outre de finalement bafouer les droits élémentaires, assez souvent s'avère en définitive contre-productif parce que le recours à cette justice d'exception a pour effet principal de radicaliser finalement ceux que l'on veut poursuivre ou leur entourage. Alors, une fois ce préalable énoncé, je voudrais aborder évidemment la raison d'être de cette conférence, c'est-à-dire le cas d'Adèle Ischer. Adèle Ischer est quelqu'un qui a 35 ans aujourd'hui, qui est d'origine par sa famille algérienne, qui est venu en France à l'âge d'1 an, donc ce qui veut dire qu'il a toujours vécu en France. Il a une famille qui est parfaitement intégrée, il a 2 frères et 2 sœurs qui vivent en France, qui comme lui ont merveilleusement réussi, fait de très bonnes études. Et Adèle Ischer, pour sa part, donc, est un élément très brillant, est docteur en physique des particules. Adèle Ischer est donc enseignant-chercheur. Il travaillait au CERN de Genève, c'est-à-dire le Centre d'études de recherche nucléaire, et il était également enseignant à l'école polytechnique de Lausanne. Adèle Ischer, quelqu'un qui est évidemment initié à toutes les techniques modernes, l'informatique, le net, et qui, comme beaucoup d'entre nous, utilise le net. Adèle Ischer s'est trouvé en état de santé précaire au début de l'année 2009, c'est-à-dire qu'il avait une hernie discale, et pendant quelques mois, il s'est trouvé immobilisé chez lui, donc dans l'incapacité de travailler, du fait de cette hernie discale qui n'a pas pu être opérée parce que je crois qu'il y avait un staphylocoque. Enfin bref, sur le plan médical, il a dû souffrir cette situation. Et il a surfé un peu plus pendant cette période-là qu'il ne le faisait à d'autres périodes sur le net. Adèle Ischer, pendant cette période, 2008-2009, était déjà, je veux dire, dans le collimateur de la DCRI à travers donc, une autre affaire qui a pris naissance à la fin de l'année 2008, qui est une affaire dite des filières belgo-afghanes. Et on a retrouvé, on va rentrer dans le détail là tout de suite, on a retrouvé donc les coordonnées d'une référence donc d'Adèle Ischer comme intervenant sur un certain nombre de sites, et ensuite comme ayant un interlocuteur avec lequel il conversait sur le net, qui a été présenté comme étant un cadre de l'ACNUR. Donc il était sous surveillance pendant toute cette période, et Adèle Ischer avait par ailleurs un projet qu'il entendait mettre en œuvre, qui était lié à l'acquisition qu'il avait faite d'un terrain en Algérie pour construire une maison, un terrain qu'il avait acquis avec son beau-frère. Et donc Adèle Ischer, qui allait mieux, a prévu d'aller passer 8 jours en Algérie. Nous étions le 8 octobre 2009. 8 octobre 2009. Il avait pris un billet aller-retour pour aller en Algérie, donc pour contacter les architectes et les entreprises pour pouvoir réaliser cette opération de construction de maison en Algérie. À 6 heures du matin, alors qu'il se trouvait chez ses parents, et quelques heures avant de prendre l'avion pour aller à Alger, les services de police sont intervenus avec le doigté qui les caractérise. Il était chez ses parents, on a débarqué, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine, une opération savamment montée, et
l'engrenage habituel en la matière a démarré, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé face au rouleau compresseur de cette justice antiterroriste, une expression que j'aime bien, qu'utilise parfois Adèle Ischer quand je lui rends visite en prison, et de dire qu'on a commencé à affoler les compteurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adèle Ischer, évidemment, avait une sorte de profil idéal dans la présentation qu'on pouvait en faire, la présentation médiatique, puisque, bon, docteur en physique des particules, travaillant au CERN de Genève, ayant des contacts sur le net et soi-disant avec un interlocuteur de la CNI. Donc on l'a immédiatement présenté comme étant le profil idéal d'un terroriste présumé dangereux, susceptible d'accomplir un attentat, pourquoi pas à caractère nucléaire. Enfin, il y a tout un fantasme, toute une opération qui n'avait rien à voir avec la réalité, car dès le départ, le dossier s'avérait, si c'était vide, en tout cas extrêmement fragile, dénué d'éléments sérieux, mais on a monté cette opération de communication médiatique, et une fois de plus, on a été dans ce qu'on peut appeler le marketing sécuritaire. C'est-à-dire que les CRI, c'est d'elle dont il s'agit, a mené cette opération, l'a mise en épingle, et de façon à dire, ben, vous voyez, on est un service particulièrement opérationnel, voilà un individu très dangereux, et on prémunit contre un attentat qui aurait pu être commis. Il y a eu par derrière, évidemment, une récupération politique, puisque au moment même où on interpellait, ou peu après l'interpellation d'Adèle Ischer, Brice Hortefeux félicitait les services secrets français, les services français, les services de sécurité français, pour leur efficacité et leur compétence. Donc, on est parti de là. Alors, je vais passer vite sur la suite, c'est une suite habituelle. La garde à vue, 4 jours de garde à vue, classique, hein, en matière antiterroriste, 4 jours de garde à vue. On finit, vous savez déjà qu'au bout de 48 heures, en droit commun, on arrive à faire dire aux personnes qui sont gardées à vue beaucoup de choses qu'ils ne diraient pas et qui ne reflètent plus la réalité, parce qu'il y a un savoir-faire de l'enquêteur. Donc, dans le cas d'Adèle Ischer, 4 jours de garde à vue, dans des conditions physiques extrêmement difficiles, puisqu'il souffrait toujours de son dos et de cette hernie discale, même si ça allait mieux, il n'avait pas pu être opéré. Il a terminé quasiment grabataire la garde à vue, et il s'est retrouvé donc mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, avec désignation d'un juge d'instruction. Alors déjà, là, dans cet engrenage, dans cette machine infernale, hein, qui s'enclenche, on relèvera que le juge d'instruction désigné a été le juge Tessier. Alors pourquoi j'insiste et j'évoque ce point? Parce que la logique de bonne administration de la justice aurait voulu que ce ne soit pas Tessier, que ce soit M. Trévidic qui soit désigné. Parce que M. Trévidic était déjà en charge de ce dossier qui a servi de point de départ que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le dossier des filières Belgo-Afghanes, et c'était à travers donc les rapports sur le net, nés de ce premier dossier, qu'on en était venu à Adèle Ischer. Donc la logique, c'était que ça aille chez le juge Trévidic. Mais on sait très bien que le juge Trévidic est un juge beaucoup plus indépendant, en tout cas au sein du pôle antiterroriste, il détonne quelque peu par rapport à des collègues qui sont davantage dans le moule, et on a préféré diriger ce seul cas, ce seul mis en examen, Adèle Ischer, vers le juge Tessier. L'instruction va durer pendant plus de 2 années. Elle n'apportera pratiquement pas d'éléments nouveaux. Adèle Ischer va être entendue à 8 reprises par le juge d'instruction. Il aura pratiquement dit tout ce qu'il avait à dire au moment de la garde à vue. Il aura dit tout ce qu'il avait à dire devant le juge d'instruction dès les premiers interrogatoires. Il est le seul mis en examen, et néanmoins on va faire durer cette instruction pendant 2 années, ce qui est une durée tout de même très longue, sachant, et je vais y revenir dans cet instant, que pendant toute cette période, Adèle Ischer a été maintenue en détention provisoire. Donc 2 années d'instruction, et in fine, une instruction qui a été menée entièrement à charge,
et in fine une ordonnance donc, de renvoi d'Adlenischer devant le tribunal correctionnel. Alors, au stade de l'instruction, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail, je citerai juste 2 ou 3 exemples, où l'on voit très très bien ce que peuvent être les dérives de cette justice antiterroriste, et surtout cette façon de partir d'une vérité préétablie, on part d'une vérité préétablie, et qu'il faut ensuite conforter à tout prix. Il ne s'agit pas d'instruire la charge et la décharge, il ne s'agit pas de savoir ce qui peut charger la personne mise en examen et ce qui peut au contraire la disculper. Non, il s'agit de dire, voilà, bien coupable, ce n'est pas une présomption d'innocence, c'est une présomption et c'est même une affirmation de culpabilité dès le départ. Et à partir de là, évidemment, il faut conforter, confirmer cette culpabilité. C'est le seul objet tout au long de cette instruction qui a guidé le magistrat instructeur. Alors on voit après qu'il y a de nombreuses manipulations pour y parvenir, et c'est là où il y a des références nombreuses, je pense, avec le mécanisme de l'affaire de Tarmac. Alors les manipulations, elles vont des traductions de l'arabe en français, qui sont des traductions approximatives ou inexactes, mais toujours dans le sens d'essayer de charger le propos qui aura été tenu. Ce sont des tentatives de subornation de témoins. On a essayé de voir à travers l'entourage d'Adlenischer si parmi sa famille, ses amis, ses collègues de travail, il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait dire du mal de lui, qui pourrait le présenter comme un individu peu recommandable. On n'y est pas parvenu. On n'y est pas parvenu. Malheureusement, l'entourage d'Adlenischer est un entourage sur lequel il n'y a rien à dire, et de gens qui viendront dire simplement qu'Adlenischer, il faisait son travail, que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais montré comme un radical. Donc on n'a pas trouvé, cette tentative a échoué. Et on a trouvé par contre sur le net, on a fini par trouver 2 ou 3 internautes qu'on utilise pour constituer des éléments à charge. 2 autres exemples de cette manipulation, de cette construction du dossier. On nous dit que Adlenischer était en contact via le net avec un individu, Mustapha Debchi, c'est le nom qui est donné, apparaissant comme étant un cadre de la CNIL. Apparaissant, j'utilise le terme, c'est le terme du dossier, qu'on trouve tout au long des ordonnances, apparaissant comme étant un cadre de la CNIL. Évidemment, on s'est inquiété au long de l'instruction de savoir qui était ce Debchi. Est-ce que c'était quelque chose de totalement virtuel? Est-ce qu'on pouvait... Finalement, comme c'était une des fragilités de cette instruction-là aussi, juste à la clôture de l'instruction, c'est-à-dire au mois de septembre 2011, après près de 2 mois d'instruction, on nous a sorti du chapeau une commission rogatoire de retour d'Algérie, commission rogatoire internationale, faisant état d'une audition de Debchi, intervenue dans des conditions qui n'ont rien à voir avec le minimum de respect du plus mauvais des codes de procédure pénale. Il est entendu, il n'y a pas sa photocopie d'identité, il aurait été entendu par la police algérienne en février 2011. Et on nous sort cette commission rogatoire plus tard, en septembre 2011. Et Debchi est entendu, ça tient sur un feuillet, et on lui dit: est-ce que vous avez correspondu avec Adlenischer? Est-ce qu'Adlenischer aurait tenu des propos qui aurait proposé, puisque c'est un des reproches qui est fait à travers les mails qui ont été échangés, qui aurait proposé des objectifs, et c'est assez extraordinaire car Debchi surenchérit sur les questions des enquêteurs, qui d'ailleurs ne font pas poser, c'est-à-dire qu'il y a question, puis il y a question, et il y a réponse, mais on n'a pas le contenu de la question. Tout à fait, quand vous avez, si vous voulez, une commission rogatoire, il y a la question, une instruction, et puis il y a la réponse. Il y a la question, il y a la réponse. Là, on a question, réponse, on a la réponse, et c'est une réponse assez extraordinaire, où on surabonde dans la charge de l'accusation sur les pages, et on vient nous dire, ben voilà, Debchi, finalement, il a été entendu, se dénommer Debchi, qu'on conforterait. À tel point, si vous voulez, c'est tellement une pièce invraisemblable au regard d'une exploitation correcte dans le cadre d'un droit au procès équitable, que le juge d'instruction lui-même ne l'évoque dans son ordonnance de renvoi que de façon anecdotique. Il hésite même à utiliser cette pièce. Dernier point, simplement, je vais essayer de terminer.
Dernier point pour illustrer le propos de ce dossier complètement à charge. Lorsqu'il y a eu la perquisition chez Madeleine Hischer le matin de son arrestation, on a trouvé 13 000 € en espèces. Bien. Et Madeleine Hischer dit je partais avec ces 13 000 € parce que, avec le contact d'architectes, les entreprises, il fallait voir que ben, je paye, je fasse des avances vis-à-vis d'un. Bon. On a dit oh là, mais c'est suspect, ça, 13 000 €. Oui, vous n'avez pas pu financer une quelconque opération. Comme toujours, quand un dossier devient fragile sur le plan d'une accusation d'acte ou de préparation d'acte terroriste, on se réfugie, on a vu ça dans les mutuelles du peuple, par exemple, on essaye d'aller vers un problème financier, un problème de financement. Donc on a essayé de dire, mais les 13 000 €, c'est quand même suspect. Or, il est avéré, à travers les demandes qui ont été faites aux Algériens, ça c'est au moins un point positif, qu'effectivement Madeleine Hischer a acquis un terrain avec un beau-frère, qu'effectivement Madeleine Hischer entendait construire, et qu'effectivement il passait des marchés avec, il avait un architecte, une entreprise. Donc la version donnée par Madeleine Hischer est d'une crédibilité absolue. Eh bien, on a passé sous silence l'accusation de départ sur ces 13 000 € parce qu'elle ne tient plus. Mais pour autant, dans l'ordonnance de renvoi, qui devrait être une ordonnance à charge et à décharge, on ne dit plus un mot de ça. Donc, ce qui pourrait être à décharge pour Madeleine Hischer n'est jamais pris en compte. Alors que le réquisitoire du parquet soit un réquisitoire à charge, c'est le rôle du parquet, mais que le juge d'instruction, qui est un juge qui devrait instruire à charge et à décharge, soit tout le long un réquisitoire lui-même, une reprise du réquisitoire, c'est une illustration supplémentaire de cette justice. Alors, je terminerai par 2 ou 3 observations, je vous aurai volontiers aux questions que vous aurez à poser. Au bout du compte, qu'est-ce qui reste de ce dossier quand on l'examine à peu près sereinement? Il reste des échanges de mails, c'est là-dessus que l'accusation va s'appuyer. Il reste à peu près 35 mails. 35 mails qui ont été échangés. Ces 35 mails, on va essayer d'extraire, évidemment, les propos qui pourraient être les plus critiquables, contestables. Parmi ces propos, ça sera dit qu'il y a des moments où il y a des objectifs qui peuvent être visés éventuellement. Bon, il fait état, c'est ce qui a été dit partout dans la presse, de Total ou d'une caserne de chasseurs alpins dans les Alpes. Mais tout ceci est resté au stade de l'échange, de la discussion. Il n'y a jamais, quand l'interlocuteur, soi-disant d'Hischer, vient pour qu'il y ait éventuellement quelque chose de concret, jamais Hischer ne rentre. Jamais Hischer ne rentre dans quelque chose de concret. Il refuse même à un moment, il refuse toute ouverture de compte PayPal, il refuse tout, il n'accepte rien, il n'y a jamais le début, même dans ces échanges de mails qui vont être les seuls éléments dont dispose l'accusation, il n'y a jamais de la part d'Hischer le début. Je crois que c'est ça qui est essentiel au niveau de la qualification pénale. On ne prouvera pas dans le dossier le moindre début d'intention, je dis bien le début d'intention, le moindre début d'intention, de mise en œuvre d'un projet précis qui serait relatif à une aide ou à la préparation d'un acte terroriste concret. On ne trouve pas un instant cela dans le dossier. On est resté dans le virtuel. Alors, ça pose évidemment un problème de fond, qui est le problème de la qualification pénale. Est-ce que l'on peut déduire d'un tel échange de mails, même si on peut estimer que les propos sont contestables, sont critiquables sur le plan des propos, mais est-ce que l'on peut se contenter de ça pour retenir une qualification pénale d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de préparation, d'aide à la préparation d'actes terroristes, alors que l'on n'est que dans le virtuel, qu'il n'y a strictement rien de concret dans ce dossier. 2 dernières observations. Ce qui est peut-être le plus choquant, pour ne pas dire le plus révoltant, mais c'est dans la lignée de ce rouleau compresseur que j'essayais de dénoncer tout à l'heure, c'est la détention provisoire d'Madeleine Hischer. Il est en détention provisoire depuis maintenant 2 ans et demi. Pour un dossier qui, quoi qu'on en pense, quel que soit le résultat final, est un dossier qui est un dossier pour le moins extrêmement fragile.
pour un dossier dans lequel il était le seul mis en examen, pour un dossier dans lequel nous avons formulé je ne sais combien, peut-être une vingtaine, une quinzaine en tout cas, de demandes de mise en liberté qui ont toutes été rejetées. Alors qu'Adlenscher offrait toutes les garanties de représentation requises pour qu'il puisse bénéficier d'une mesure de liberté avec contrôle judiciaire, alors qu'il avait un état de santé extrêmement fragile qui résulte de certificats médicaux qui ont été produits. Eh bien, constamment, on nous a refusé cette mise en liberté. Et pour des motifs alibis, des prétextes scandaleux, les deux prétextes qui ont été constamment utilisés, c'est de dire, même s'il offre des garanties de représentation, puisqu'il pouvait être hébergé par sa sœur, puisqu'il avait, on en parlera certainement tout à l'heure, un comité de soutien d'au moins 400 ou 500 scientifiques de plus haut niveau à l'échelle internationale qui tous se portaient garant de sa représentation. Même s'il offrait des garanties de représentation, on nous dit qu'il y avait quand même un petit risque de fuite qui existait parce que c'est un chercheur, qu'il avait voyagé à l'étranger et qu'il était susceptible de revoyager à l'étranger. Deuxième argument, on nous disait qu'il y a un risque de réitération de l'infraction parce que s'il est allé sur le net, il peut y retourner, alors d'abord l'infraction on la conteste, mais même dans la logique de l'existence d'une infraction, si l'on suit ce type, parce qu'on nous a dit, avant l'infraction, bien qu'il ait des garanties avant plus ou moins la mise en examen, bien qu'il ait des garanties de représentation, il a quand même commis l'infraction. Donc si on le remet en liberté, même s'il a des garanties de représentation, il risque de commettre l'infraction. Et c'est Guantanamo, ce truc-là. Parce qu'à ce moment-là, ça signifie concrètement qu'on ne peut jamais remettre en liberté. Et c'est valable d'ailleurs pas seulement pour Richer, c'est valable pour la plupart des mis en examen, notamment dans ce type d'affaires. Ce type de raisonnement consistant à dire, avant la mise en examen, bien qu'il y ait des garanties de représentation, il avait commis, selon nous, selon l'accusation, une infraction, et dès lors, c'est complètement aberrant, c'est encore une fois la prison à vie, il faudrait, c'est même pas la peine d'ailleurs, de le faire comparaître en justice à ce moment-là. C'est encore une fois une façon d'incarcérer les gens sans limite. Alors, tout dernier point cette fois, et j'en aurais terminé, on est vraiment, je crois, dans une affaire qui illustre les dérives de l'antiterrorisme. On a dès le départ présenté Adlenscher comme étant le coupable idéal, le profil idéal, et on ne veut pas en démordre. On a une justice qui, vous le savez, quand elle s'emballe, a du mal à revenir en arrière, a du mal à reconnaître ses erreurs. Alors j'espère simplement, et je le dis ici, j'espère simplement qu'enfin, quand nous allons, j'allais dire hélas, je ne devrais pas le dire, peut-être sans illusion excessive, mais j'espère simplement que quand nous allons passer 15 jours, et c'est l'objet de cette conférence de presse, c'est pourquoi nous faisons cette conférence de presse, quand nous allons passer 15 jours devant les juges du fond, devant la 14e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, les magistrats feront abstraction de tout préjugé, qu'ils examineront le dossier avec un œil complètement neuf, qu'ils voudront bien l'examiner en toute objectivité, en toute impartialité, et qu'enfin, on aura un examen de la situation réelle du cas d'Adlenscher, et que peut-être la justice voudra bien s'honorer en nous laissant le droit, et c'est cela que nous revendiquons, le droit au procès équitable, qui jusqu'à présent n'a absolument pas été mis en œuvre dans le cadre de tout ce qui est police et justice, et de ce lien d'ailleurs entre les deux, dans les séries, le parquet antiterroriste, les juges antiterroristes, cette forteresse que l'on connaît bien, et bien là, espérons que les magistrats auront ce courage et qu'enfin les droits de la défense aussi pourront être respectés, les droits de la défense d'Adlenscher, qui me disait encore avant-hier, lorsque je l'ai rencontré, qu'il avait l'impression, à travers toute cette affaire, car il est dans un état vraiment physique et psychique extrêmement éprouvé, il avait l'impression qu'on l'avait tout simplement torturé, si ce n'est physiquement, en tout cas torturé intellectuellement, torturé mentalement. Devinez ce qu'il en est quand même pour quelqu'un de cette envergure intellectuelle, donc, qui est constamment justement dans les œuvres de l'esprit, de se retrouver à Fresnes depuis 2 ans et demi dans un quartier où il est particulièrement surveillé. Il faut le dire, il faut le savoir. Une fois toutes les 2 semaines, il y a une fouille
dans la cellule d'Adrien Michel et une fouille à corps. Il subit toutes ces humiliations. Eh bien, je crois qu'il est temps que l'on cesse de procéder de cette manière, de cette manière d'humiliation. Je demeure absolument convaincu que c'est en pratiquant ainsi que l'on peut, certainement pas en justice, bien sûr, mais au contraire contribuer à radicaliser ce qui va tout à fait à l'encontre de l'objectif soi-disant attaché, qui serait un objectif de lutte légitime contre le terrorisme. Mais pour lutter légitimement contre le terrorisme, il faut lutter avec des moyens de droit et pas en s'affranchissant du droit. Merci. Je passe la parole